Alors, Patrick Jean. Bien, merci Madame la Présidente. Alors, je vais essayer de faire une intervention de synthèse par rapport à un document dont on parle depuis plus de 2 ans. Oui, mais je vais essayer de respecter quand même, voilà. Oui. Merci en tout cas de cette tolérance. Non, simplement, je vais essayer d'être synthétique sur un sujet qui est difficile à l'être, synthétique. Alors, je vais déjà, moi aussi, vraiment remercier sincèrement de la part de tout le groupe que je représente, Eric et toutes les personnes qui l'ont accompagné, hein, parce que sinon, je ne vais pas répéter tous les noms que tu as cités, parce que, et ça, je crois c'est pas que je crois, c'est j'en suis persuadé, il a fait un gros travail, je dirais, de pédagogie, d'écoute, d'attention, de déplacement, de disponibilité. Et ça, je crois qu'il faut le saluer parce que le défi était dur à relever. Donc vraiment un grand merci Eric pour le travail que tu as fait et que tu fais auprès des collectivités, pardon, que vous avez fait Eric, monsieur le vice-président, auprès des collectivités donc locales. Ça, c'était pour le point positif. Il y a des choses positives dans le SRADET, bien entendu. Simplement, ce qui... je dis moi, mais globalement, c'est un peu l'impression générale du groupe. Ce qui est un peu gênant, c'est que monsieur le vice-président a dit qu'il y avait eu des évolutions entre la V0 et la V1, ou la V2, ou je sais pas, en tout cas le document qui est aujourd'hui sous nos yeux. Et très clairement, moi, je n'ai pas vu ces évolutions. En tout cas, je les considère comme étant marginales et qui ne répondent pas aux préoccupations qui avaient été soulevées lors des différents échanges. Et surtout, ce qui est plus préoccupant pour nous, c'est que ce SRADET qui est finalement la vision, l'orientation, peut-être le document socle de la région, parce qu'il est fédératif, il est inclusif de tous les autres, et il chapeaute l'ensemble des autres politiques régionales, doit définir pour nous l'orientation politique dans le bon sens du terme de la région. C'est quelle vision a la majorité de la région Bourgogne-Franche-Comté en 2050. Et très clairement, cette vision, moi je ne la vois pas. Elle ne se dessine pas de manière évidente à la lecture du document. Et je vais bien sûr le développer, mais rapidement, bien entendu. Je dirais qu'on a surtout l'impression que ce que nous avons pu faire remonter n'a pas été pris en considération. Et là aussi, je vais l'argumenter dans quelques instants. Pour nous, la conséquence du document qui nous est présenté va être à l'inverse de ce qui devrait être l'objectif majeur de la région, c'est-à-dire l'aménagement d'un territoire équitable, c'est-à-dire un aménagement équitable du territoire, mais également l'aménagement d'un territoire équitable, ça va dans les deux sens, n'est pas, entre guillemets, atteint. Plusieurs règles, et je vais m'appesantir sur les règles, parce que c'est ça l'essentiel. Le reste est important, et ça a permis d'alimenter la réflexion, mais ce qui va alimenter et organiser le travail des élus locaux en particulier, et pas que, ce seront les règles. Et je vais y revenir. D'ailleurs, je prendrai certainement la parole demain devant monsieur le préfet, comme je l'ai fait dernièrement à la CTAP de Besançon, par rapport aux règles et à la prescriptivité. Donc, l'objectif nous semble inverse de ce qu'il devrait être, c'est-à-dire avoir un territoire bourguignon-franc-comtois qui, en 2050, serait plus équitablement réparti et plus équitablement équipé. Un certain nombre de règles vont aller à l'inverse de cet objectif, et vont aller vers un mouvement d'hyperconcentration des services, des équipements, de l'activité économique. Un certain nombre de règles, je vais le développer, vont aller vers une complexification et un alourdissement de la procédure et des process mis à disposition des élus locaux pour assurer le développement et le dynamisme de leur territoire. Je vais également y revenir. Tout cela se décline comment ? Et puis je dirais aussi, et là pour revenir à un débat qu'on a eu ce matin, moi, je regrette qu'un élément essentiel comme la santé n'apparaisse pas dans le SRADET. La santé n'est pas dans le SRADET. Or, c'est un élément important. On aurait pu faire un lien entre la feuille de route régionale de la santé et le SRADET. Or, on parle, alors, le mot santé apparaît certainement, et monsieur le vice-président me dira que la santé apparaît peut-être à la page 28, au 3e alinéa, mais on n'en fait pas un élément majeur d'aménagement du territoire. On l'avait fait remonter ça en son temps. Alors je reviens maintenant sur cette prescriptivité et sur quelques règles qui nous semblent dangereuses. Je dis bien dangereuses pour le territoire. La prescriptivité, et ça sera vraiment très synthétique,
Je ne remets pas en question ni Madame la Présidente dans son engagement, ni Monsieur le Vice-président, ni tous les membres de la majorité sur lorsqu'ils disent que la prescriptivité, elle se veut accompagnée, mesurée, progressive, voilà, bon. Ça, j'y crois, il n'y a pas de problème. Sauf que le vrai problème, et c'est ce que je dirai au préfet demain, le vrai problème, c'est que la prescriptivité, ce n'est pas vous, Madame la Présidente, qui va l'appliquer, ce n'est pas vous, Monsieur le Vice-président, qui va l'appliquer. Ce seront les services déconcentrés de l'État. Et qui plus est, des services déconcentrés de l'État qui ne sont pas régionaux, mais départementaux, en particulier les DDT. Ce sont eux qui appliqueront la prescriptivité des règles que vous édictez dans le SRADET. Et c'est donc un élément de subjectivité majeur qui apparaît dans ce document-là. Et donc de subjectivité veut dire interprétation. Et veut dire posture. Ça veut dire que la prescriptivité que vous pensez être souple, entre guillemets, ne pas s'imposer, elle va être source, à mon avis, de beaucoup de problématiques. J'ai fait la proposition la semaine dernière en CTAP que nous créions une commission, un groupe, qui suive justement la prescriptivité appliquée sur les territoires. La réponse qui m'a été donnée, c'est la CTAP. Pour moi, ce n'est pas la bonne réponse. La CTAP, dans sa configuration, dans sa composition, n'est pas adaptée pour suivre les éléments liés à la prescriptivité sur les territoires. Moi, je demande la création d'un groupe, d'une commission, peu importe, qui suive véritablement, à la demande des élus locaux, parce qu'il faut que ça soit du précis. Là, on travaillera sur le technique. C'est pourquoi la règle numéro 26 est appliquée d'une certaine manière dans le département du Doubs et d'une autre manière dans le département de Lyon et d'une autre manière dans le département de la Nièvre. Ce n'est pas la CTAP qui peut régler ça. Donc pour moi, c'est un groupe restreint, technique, qui doit approcher... Alors peut-être, mais je pense que la CTAP, on a bien vu la semaine dernière, enfin à Besançon, je suis désolé, mais voilà, la CTAP, elle existe. Oui, on évoque un certain nombre de dossiers, mais entre nous, les débats ne sont pas forcément toujours très... Ça dépend de nous aussi. Ça dépend des participants. Hein, voilà. Bon. Donc maintenant, je reviendrai sur... je reparlerai de la prescriptivité demain auprès du préfet. Je reviendrai sur les principales règles. Je vais en évoquer quelques-unes qui me semblent dangereuses. Il me reste 1 minute. La règle numéro 3, par exemple, sur l'artificialisation zéro souhaitée. Quelles sont les conditions d'application dans des territoires qui sont sous tension? Que veut dire, comment vont être interprétés ces termes d'artificialisation zéro souhaitée à horizon 2050? Ça veut dire que des territoires qui sont déjà sous tension, finalement, ne pourront plus se développer. Ça veut dire que c'est des territoires qui sont en perte de vitesse, qui vont décliner petit à petit. Artificialisation zéro, attention à l'interprétation. La règle numéro 4, c'est impossible à appliquer sur une bonne partie du territoire. Impossible à appliquer, c'est par rapport, alors il faut que je reprenne, j'avais pris des synthèses, mais je vais essayer de ressortir mon document. La règle numéro 5, je vais revenir sur la règle numéro 4, mais elle rejoint la règle numéro 5 dont le président Sauvadet l'a évoqué ce matin, c'est le risque, c'est l'hyperconcentration, puisqu'on met sous condition d'autorisation de développer des nouveaux services à des lieux qui sont déjà, entre guillemets, connectés à des transports en commun pour lutter contre l'autosolisme. Ça veut dire qu'on va aménager des endroits qui sont déjà aménagés parce que les autres ne sont de toute façon pas connectés. Ça veut dire que cette règle ne s'applique pas aux territoires ruraux, tout simplement. Parce que le coût de la connexion sur les transports en commun, sur la lutte contre l'autosolisme, ne sera tout simplement pas possible dans les territoires ruraux. Et que si on demande à appliquer cette règle pour autoriser le développement d'une zone ludique, d'une zone d'activité économique par rapport à cette connexion sur les transports en commun, ce ne sera pas possible. Donc on lutte, on va à l'encontre de ce qui serait souhaitable par rapport à l'aménagement du territoire. Les règles suivantes vont à peu près. La règle 15, par exemple, là aussi, il n'y a aucune évolution par rapport à ce qui était prévu précédemment. Aucune évolution. La carte sur les RIR, le réseau de routiers d'intérêt régional, mais c'est effarant. On l'a évoqué en commission 4. Je crois que c'est M. Almeida qui l'avait d'ailleurs présenté ce jour-là. On avait fait remonter un certain nombre de remarques sur reprenez la carte, si on ne peut peut-être pas la projeter, mais vous la verrez dans le document. Cette carte, elle est effarante. Nous avons 2 patates blanches, côté bourguignon et côté franc-comtois, qui ont l'absence totale de route régionale, ou route d'intérêt régional, de RIR. Par exemple, sur le Doubs, que je connais bien, rien entre Baume-les-Dames et le Haut-Doubs. Or, cette route départementale qui relie Baume-les-Dames au Haut-Doubs est celle qui nous connecte à la 36. Et c'est donc une route qui est d'intérêt régional parce qu'elle permet d'alimenter une zone entière d'habitat.
et de développement économique. On a la même chose du côté du Morvan et de la Nièvre. Donc la cartographie des RIR n'a pas été revue au vu de ce qui avait été dit. Donc là, quand on nous dit qu'on a tenu compte de tout ce qui a été dit, je dis non, pas surtout, en tout cas pas là-dessus. Sur les considérations liées et j'en aurai fini, sur les éléments du PCAET en particulier, donc tout ce qui tourne autour de la biodiversité, du respect de l'environnement et de la défense qui est nécessaire, bien entendu, de l'environnement pour notre avenir. OK sur le principe, simplement attention à ne pas faire de surenchère. Attention, on l'avait déjà dit, madame, de surenchère. Par exemple, sur les objectifs, le 3x20 qui s'est transformé en 35-20-20 sur la région de Franche-Comté, qui a été repris sur la région de Bourgogne. Et maintenant, au lieu de 35, on veut 40 ou 45 ou 50 sur les énergies renouvelables ou sur les énergies non fossiles, tout ça. Attention de ne pas vouloir faire de la surenchère pour de l'affichage et de la communication. Sur la notion, justement, de cartographie et de préservation des espaces à préserver, des espaces naturels, des zones à préserver, des corridors, de la continuité, entre guillemets, des périmètres, des corridors de continuité écologique et environnementale, bleu, vert, tout ce que l'on veut. Attention, et là on le dit depuis le début, attention à l'échelle qui est prise par les cartes. Puisque comme ce document sera prescriptif, et j'arrêterai là, comme ce document sera prescriptif, l'approche qui en sera faite par les directions départementales va être une cartographie qui est au 100 millième, je crois. On ne règle pas la problématique d'un aménagement, d'un PLU ou d'un PLUI et d'un zonage au 100 millième. Donc on risque d'être couvert par un corridor, par exemple, qui va rendre beaucoup plus compliqué, si une direction le souhaite, le développement de zones, développement économique, développement urbain, tout cela. Et puis dernière chose, je souhaiterais que c'est la règle numéro 27 et qui est reliée à la règle numéro 35, c'est la notion d'épandage, c'est pour le traitement des déchets, tout ça, la notion d'épandage et de traitement des boues. On impose dans le SRADET l'épandage des boues. Moi je demande, et là c'est une méconnaissance de ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, la problématique de l'épandage des boues est un élément qui va devenir extrêmement sensible, et qu'il est déjà, à travers, d'une part, entre guillemets, l'état d'esprit que nous avons, nous, en tant que population, en tant que consommateurs, où la notion de boue est rejetée. Et donc, les territoires qui auront des boues épandues seront rejetés pour leur production. Deuxième élément, et on le vit dans le Houdou avec le cahier des charges par rapport au comté, où il y a un durcissement, une contrainte supplémentaire qui est donnée aux producteurs par rapport à l'épandage des boues, où il y a aussi de nouvelles règles qui sont dictées par l'État, où des territoires ne vont plus vouloir accepter les plans triennaux d'épandage de boues, et dans le SRADET, on impose quand même l'épandage de boues. C'est la R35. C'est la R35 qui est liée à la R27. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce document, il y a eu beaucoup de travail, je le reconnais et je le dis, il y a une vraie bonne volonté, ça je le dis aussi, une vraie bonne volonté. Simplement, c'est un travail qui nous semble inabouti, qui ne semble pas avoir pris conscience des difficultés que ce document allait représenter pour l'ensemble des élus locaux, des contraintes supplémentaires que ça allait poser sur les territoires locaux, et surtout, ce qui est plus grave pour nous, du risque, et j'espère me tromper, mais du risque majeur sur l'aménagement du territoire, en privilégiant l'hyperconcentration par rapport à toutes les règles et toutes les contraintes qui sont édictées, mais on pourrait en discuter. Je vous remercie.